Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 13 juin 2023 et c'est l'épisode 326, la session annuelle de réunion de la secte que nous avons constituée en adoration à la marque à la pomme a fermé ses portes et l'actualité tech a légitimement continué. C'est Reddit qui fait un peu les frais de cette actualité tech récente avec quelques déboires liés à l'augmentation des tarifs pour exploiter notamment ces API. C'est des connexions, vous savez qu'on peut faire un service. Alors on va tout vous dire dans cet épisode dans lequel on va aussi vous parler un peu de Twitter, ça faisait longtemps, de Pornhub qui lui aussi est surveillé par les États et qui fait l'objet de régulation, qui va probablement en faire d'ailleurs l'objet de plus en plus. Et on va aussi se mettre à jour sur l'actualité des modèles de langage. Vous inquiétez pas, on a des choses à se dire. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve avec un immense plaisir le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais écoute, ça va très bien, très content d'être de retour. Ben oui, on avait fait notre épisode spécial WWDC entre membres de la secte. On a parlé de l'Apple Vision Pro, donc si vous voulez écouter nos retours, l'épisode qu'on a fait en mode crossover avec le podcast Apple Différemment, avec Matt et Audrey Coulot. C'est l'épisode non pas précédent, mais encore un petit peu plus en haut dans le flux du podcast. Et puis je vous invite aussi à écouter l'échange que j'ai eu avec Marlène, que vous aviez peut-être déjà entendu dans un supplément de Tech Café, où on parlait de l'aspect RH, en gros en tant que salarié. Elle a été, elle, manager d'une entreprise de services numériques, les fameuses ESN. Elle manque pas de piquant et d'acidité dans ses témoignages. Et là, elle a donné quelques conseils carrière. Donc, si vous avez besoin de quelques orientations, vous pouvez aller écouter l'épisode. Au passage, on va remercier très chaleureusement Christopher Laura, qui a 2 mérites. Il a choisi de soutenir Tech Café sur Patreon. Et ça, déjà, en soi, c'est très important. Et en plus, c'est le seul. Donc, voilà, double bravo à lui et double tapis rouge encore plus molletonné pour ses petits potons pour l'accueillir. Et on va en profiter forcément pour remercier tous les auditeurs qui nous soutiennent et qui ont soutenu Tech Café jusqu'à aujourd'hui. Et si vous souhaitez, vous aussi, nous soutenir, c'est sans engagement. Donc, vous pourrez faire comme les personnes qui ont arrêté de soutenir et le faire que pour une période donnée. Mais n'hésitez pas à le faire si vous en avez la possibilité sur notre page Patreon, à l'adresse patreon.com/techcafé. Et puis en plus, en participant à ce financement participatif, vous pourrez accéder au flux sans la publicité. Et puis c'est aussi un canal de relations un peu privilégié. On a plaisir à prendre en compte vos petits messages privés que vous pouvez nous y envoyer. Donc voilà, votre participation elle coûte que quelques euros et elle permet de garantir durablement l'accès à votre podcast semaine après semaine. Alors si vous trouvez que Tech Café continue à vous apporter une info de qualité dans un format qui est propice à votre quotidien, dans les transports, pendant le ménage, pendant que vous endormez, rendez-vous sur patreon.com/techcafé. N'hésitez pas à nous dire où vous écoutez Tech Café. C'est toujours assez rigolo de voir où vous écoutez les podcasts, dans quelle situation de votre quotidien. Moi, j'en écoute beaucoup. Alors, en voiture, dans les transports, quand je suis amené à faire des transports, forcément. Et puis, quand je fais mon petit footing que je n'ai pas fait depuis de nombreuses semaines, mon petit footing hebdomadaire. C'est quoi ton endroit, ton contexte de prédilection, Guillaume, pour écouter des podcasts, si tu consommes beaucoup de podcasts, je sais même pas d'ailleurs. Ouais, si, je l'écoute. C'est quand je marche dans la rue, voilà, je marche pas mal en fait, et du coup, oui, j'ai un petit peu de temps là-dedans. Puis quand je fais le ménage, ou voilà, c'est toujours agréable, bien sûr. C'est vraiment un format qui se prête bien, effectivement, à la consommation quotidienne sur les temps morts. Et je pense que les Netflix et compagnie, quand ils vont voir qu'il y a des espaces où ils pourront investir comme ça notre quotidien, ils vont se jeter dessus. En attendant, on est bien au chaud entre nous. Et d'ailleurs, on va en profiter pour souligner aussi un avis sur Apple Podcast suisse qui a été déposé par Overloser. Donc je sais pas si c'est un super loser ou si je sais pas comment je dois considérer son pseudo, mais en tout cas, lui il dit le podcast français de la tech, excellent podcast sur la tech avec des sujets maîtrisés et approfondis. Le duo de Guillaume s'entend à merveille et se respecte. Un vrai couple, léger bémol dû à l'actualité, on parle énormément d'IA et ça a parlé de moins en moins de hardware. Rassure-toi et notamment reste abonné évidemment parce que il y a du hardware dont on va parler cette semaine dans Tech
Tech Café en comprenant en plus le supplément hebdomadaire qui arrive en fin de semaine. Je vous invite pour conclure à commenter aussi sur techcafé.fr pendant que vous écoutez cet épisode. Ça peut être cool de lancer la page qui correspond à la publication de cet épisode et de faire part de vos petites réactions. Et puis, éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez échanger entre vous et avec nous sur Discord, techcafé.fr/Discord, pour de la tech, mais pas forcément que de la tech. Je termine ce petit tour de piste des interactions pour vous mentionner qu'il y a un podcast qui est sorti, Guillaume, je suis sûr que tu l'as pas encore écouté. Ça s'appelle Au fait, c'est quoi ? Et j'ai eu l'occasion, alors c'est deux voix que vous avez l'habitude d'entendre si vous écoutez le podcast du Chromebook Show. Et Au fait, c'est quoi ? C'est de la culture générale, pardon. Et il y a notamment 2 épisodes que vous pouvez écouter. Il y en a un sur le 49.3 qui remet un petit peu en perspective ce qu'est le 49.3 dans notre Constitution. Pour être plus exact, l'alinéa 3 de l'article 49, dont on a beaucoup parlé, mais en fait, parfois on peut en avoir une idée un petit peu préconçue et c'est pas mal de réexpliquer ce que c'est. Et ils expliquent aussi d'où vient le mode de comptage des points au tennis. Question qu'on est peut-être très nombreux, en tout cas c'était mon cas, à s'être posée sans avoir cherché la réponse. Et voilà, vous aurez la réponse si vous écoutez le podcast. Au fait, c'est quoi ? Allez vous abonner, ça fera très plaisir de vous voir soutenir aussi cette nouvelle création en podcast. Allez, sans autre forme de procès, Guillaume a collecté des news durant ces derniers jours qui ne parlent pas autant que ça d'Apple, mais il y a des premiers retours dont tu vas nous parler très très vite. Juste avant, tu voulais nous faire, Guillaume, une petite réponse à une question de Monsieur Chancerelle. Oui, alors c'est un auditeur, Jean-Baptiste Chancerelle, effectivement, qui pose une question à propos des modèles de langage. Donc il se dit, à force de les compresser de toutes les manières possibles, comme ça, comme je raconte un petit peu d'émission en émission, minimalisme, ouais. Est-ce qu'on va pas aboutir à des IA complètement débiles ? Donc en substance, c'est ce qu'il dit. C'est une question qui est vachement intéressante en fait, parce que compresser un modèle d'IA, effectivement, quand tu compresses une IA, tu la rends un petit peu plus conne, c'est tout à fait vrai. Mais ça se mesure, et c'est ça qui est vraiment intéressant, ça se mesure même de plein de façons différentes, donc on a littéralement l'embarras du choix. Et donc toute la question, ça va être de savoir à quel point on rend les modèles plus cons et pour quelles tâches. En s'appuyant sur quelques nouveaux articles de la semaine dernière, là, qui tournent un petit peu autour du sujet, on va essayer d'expliquer un petit peu tout ça, en particulier avec la notion de perplexité, qui nous fait remonter finalement à la base aussi de ce que c'est qu'être modèle de langage, et donc on va passer dans le domaine de l'analyse du langage, ancestral, quoi, je veux dire, vraiment des trucs peut-être un petit peu plus théoriques, mais vraiment intéressants. On va voir ça dans la deuxième section, histoire, que tous ceux qui sont saoulés par le sujet ne continuent. Ceux qui sont saoulés par l'IA continuent de nous écouter encore un petit peu, comme ça, avec un petit peu de chance, ils auront la flemme de couper une fois lancé, quoi, tu vois. C'est bien joué. C'est extrêmement machiavélique de ta part dans le cadre de la construction de ce conducteur, mais c'est très malin. On va en reparler effectivement. C'est intéressant parce que il faut qu'on arrive à mesurer effectivement. Il y a aussi un aspect un peu subjectif dans les modèles de langage. En fait, je me rendais compte aussi de ça autour de moi. J'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être bluffés par certaines réponses qui sont pas forcément très développées. En même temps, être assez pantois par rapport à des prestations. Je parle évidemment des modèles de langage sur base de discussion, hein. Mais voilà, il y a un côté un peu subjectif aussi dans cette mesure quand on s'y connaît pas, donc ça va être intéressant qu'on se repenche là-dessus. Et donc oui, tu voulais aussi mentionner quand même quelques retours sur je sais pas si on doit dire désormais le casque, les lunettes, le masque de réalité augmentée d'Apple. Alors c'est Chacha, qui est un autre auditeur, qui dit que c'est un petit peu l'HoloLens 2 d'Apple, ce Vision Pro, et il a raison, il ou elle a raison. Effectivement, Microsoft présentait déjà HoloLens comme une sorte d'ordinateur spatial, il y avait des hologrammes, on avait des avatars 3D en conférence virtuelle. Les écrans qu'on pouvait coller partout autour de soi, c'était déjà dans les vidéos promotionnelles à l'époque. Il n'y a pas de problème d'ailleurs. Ce virage vers la XR, vers la réalité mixte donc, et le monde professionnel aussi d'ailleurs. Et d'ailleurs, cette technique du pass-through vidéo est analogue à ce que vous propose le MetaQuest Pro, qui est d'ailleurs bien moins cher et qui est aussi d'ailleurs bien moins bon. Et on peut citer aussi les casques de Vario, qui font exactement ça depuis un petit moment d'ailleurs. Ils font du pass-through vidéo avec un très très haut niveau de détail. Et le Vision Pro au milieu de ça représente une sorte d'état de l'art de la tech en matière de réalité mixte, une sorte de super premium, un prix tout aussi premium. Mais tous les autres appareils que j'ai cités coûtent un bras de toute façon. Le Vario, ça coûte extrêmement cher. Les HoloLens 2 aussi coûtaient très très cher à l'époque.
Et donc, par rapport à la semaine dernière, je sais pas si t'as vu, il y a quand même de nombreux journalistes qui ont pu essayer le Vision Pro. Oui, dont et par contre, Francis je dois Duverma. être hyper transparent. Je les ai pas beaucoup vus, en fait. Donc, c'est intéressant que tu me fasses part de ta restitution, justement. Écoute, dans l'ensemble, c'est positif. C'est le meilleur casque VR qu'ils aient jamais utilisé de leur vie. L'image est fine et détaillée. On peut lire les textes sur son mobile à travers le casque sans souci. La latence est inexistante. Le relief, il est super bluffant. C'est bien meilleur que dans un cinéma 3D. Donc voilà, les contrôles aussi fonctionnent très bien. C'est des contrôles à la main. En fait, il voit tes mains où que tu sois, même si c'est le long du corps, il voit tes mains. Et comme tu as un suivi du regard, t'as pas besoin de pointer. En fait, il suffit de regarder. Et donc ensuite, tu fais un clic avec le doigt comme ça. Et même si tu as les mains le long de la taille, même à moitié cachée, tu peux cliquer d'un geste subtil. Ça marche très bien. Alors ça, c'est super. Pour autant, il n'y a pas non plus de magie. Ça a beau être le meilleur casque VR, ça reste un casque VR. Donc on voit bien que c'est pas la réalité. Le casque a pas l'air transparent, tu vois. On a l'impression comme ça que c'est totalement transparent, pas du tout. Les couleurs et la luminosité sont un peu altérées. Les détails se perdent quand il fait plus sombre, par exemple, puisque c'est une caméra quand même, vous filmez en permanence. Donc ça a les problèmes des caméras, quoi. On remarque aussi d'ailleurs de légers artefacts de compression de temps en temps. Signe que le flux, le double flux 4K, il est aussi compressé, ce qui est assez normal. Et donc le champ de vision, il n'est pas non plus totalement à 180 degrés, il ne prend pas non plus la totalité du champ de vision des humains, quoi. Les journalistes remarquent des bords noirs. Alors ils s'en plaignent pas trop quand même, donc ce qui semble indiquer que le Vision Pro va plus loin que ses concurrents, mais c'est pas non plus exactement l'immersion parfaite que laissent supposer les vidéos de promo. Faut pas exagérer. Au niveau du confort, le casque se sent aussi sur la tête, tu le sens, quoi. Il semblerait que ça chauffe aussi, Il n'y a pas de miracle non plus là-dessus. Ouais. Exactement, et c'est pas étonnant en fait, parce que les deux écrans sont HDR et très denses, donc ils sont très lumineux, ils consomment. Derrière, il y a 2 processeurs, dont un M2 complet, dans un tout petit volume. Et j'ai l'impression qu'il y a d'ailleurs un refroidissement actif qui fait circuler de l'air de bas en haut. Ouais. Donc à voir si le Vision Pro est supportable à plus de 25 degrés du coup. Parce que si tu vois déjà le PSVR par exemple, pour avoir testé le PSVR, c'est un calvaire quand il commence à faire chaud, c'est une horreur. Donc il y a un autre souci, qui moi me semble être un vrai souci quand même, le casque interdit de porter des lunettes. Alors c'est pas si évident, le PSVR 1 et 2 s'accommodent très bien de gens avec des lunettes, mais pour ceux qui, comme moi, donc portent des lunettes, ça s'en rend entre 300 et 600 $ de plus sur la facture. Parce qu'il faut rajouter des verres correcteurs directement. Donc, merci du cadeau. Encore des accessoires et des services survendus en perspective. Et bon, en bref, le Vision Pro, c'est un casque qui est donc super haut de gamme, qui est impressionnant, mais bon, il peut. Parce que c'est quand même plus facile de faire un casque super top quand t'as un budget infini. Et à 3500 balles hors taxe, il peut être super haut de gamme le casque quand même, faut pas, voilà. Donc évidemment, c'est quand même un beau produit qui a pas tellement impressionné Mark Zuckerberg, donc qui a commenté un petit peu dessus. Alors il était très curieux de voir ça, tu m'étonnes, moi aussi, tout comme tout le monde. Mais finalement, en gros, il dit qu'Apple n'a pas de baguette magique, ils ont fourré dans ce casque toutes les technologies possibles, et puis ils aboutissent à un appareil qui est ultra méga cher avec une autonomie pourrie. Bon. Et c'est vrai, le MetaQuest Pro, il fait un petit peu ça aussi, c'est de la réalité mixte aussi. Il est évidemment pas aussi bon, il est quand même 3 fois moins cher. Et il a aussi une autonomie pourrie. Alors tu vois, bon, on peut avoir une autonomie pourrie à beaucoup moins cher. Et donc, il dit aussi un truc qui m'a beaucoup fait marrer. Toutes les démos montraient des gens sur des canapés assis tout seuls. Et notre vision pour le métaverse est fondamentalement sociale. Évidemment, Mark Zuckerberg a une vision fondamentalement sociale du métaverse. Alors ça me fait marrer parce que en réalité, aussi bien Meta qu'Apple font des acrobaties spectaculaires pour éviter de faire peur aux clients, alors qu'ils ont fondamentalement... Ils y arrivent d'ailleurs plus ou moins bien. Ouais, parce qu'ils ont fondamentalement les mêmes produits un peu, finalement, parce que c'est 2 casques VR autonomes qui font de la réalité mixte. Donc Apple, c'est un mec tout seul sur un canapé, et Meta, c'est un mec tout seul debout. Bon, tu me diras, c'est déjà mieux pour la forme de se bouger un petit peu, mais bon... Et donc j'ai été amusé de voir à quel point Apple était méga prudent pendant cette WWDC. Ils utilisent de l'intelligence artificielle comme tout le monde, on va dire, mais ils ne prononcent jamais les mots. C'est du deep learning. Ils ont un super casque VR, mais surtout, non, pas de VR. Ce n'est pas de la VR, c'est un ordinateur spatial. Parce qu'il ne faut pas être confondu avec ces ringards de chez Meta. Faut pas déconner. D'ailleurs, on ne fait pas de jeux vidéo. En fait, ils n'en ont pas montré parce que très probablement, ça aurait été pas très flatteur. Parce que ça les aurait normalisés. Je pense, parce que t'imagines que si tu voulais faire un jeu vidéo, il faudra envoyer de la 3D de très bonne qualité en 90 Hz sur 23 mégapixels. Alors un M2, c'est très bien, processeur M2, mais ça affichera pas un Resident Evil 8 en 2x 4K 90 Hz, c'est pas possible, plus de 2x 4K. Donc ça veut dire qu'il faudrait 3 fois la puissance d'une PlayStation 5 pour piloter le casque avec ce niveau de détail. Donc s'ils avaient montré des jeux, ils auraient pas pu avoir un très haut niveau de détail, donc ils auraient montré des jeux avec des graphismes assez simples, en fait comme sur Quest, et donc pas question bien sûr, parce que sinon tu comprends, c'est pas Apple quoi, c'est pas aussi amazing.
Et bon, en gros, Apple voudrait lancer une nouvelle gamme de produits pour avoir un relais de croissance quand le marché des iPhones sera bien saturé. Ce qu'il est déjà dans pas mal de pays, d'ailleurs, comme en témoigne l'intérêt qu'il porte au marché indien, on y reviendra. Et bon, je comprends ça. Bon, ça je comprends très bien. Par contre, c'est vrai que j'ai un peu de mal à saisir la stratégie immédiate d'Apple. Parce qu'on a comparé ce One More Thing, puisque c'est comme ça qu'ils l'ont présenté, à d'autres One More Thing comme l'iPhone ou l'Apple Watch, mais ça n'a rien à voir. Les autres fois, c'est des produits grand public qui étaient disponibles très rapidement. Le Vision Pro, lui, il est quand même très bizarrement positionné. Je sais pas, il a quand même le cul entre 2 ou 3 chaises, parce que il est pro, il a un prix pro, ok, mais finalement, on montre énormément d'usage grand public. Avec beaucoup de divertissement, on associe Disney, on montre des matchs de foot, des photos de famille. Pour un produit pro, c'est pas énorme, tu vois, c'est un appareil pro, c'est un appareil grand public. Parce que le souci, c'est que là, c'est un peu ni l'un ni l'autre, étant donné que le grand public est disqualifié pour l'instant d'emblée par le prix, et pourtant, il y a quand même une frange qui est assez mince de professionnels qui ont vraiment besoin d'un truc comme ça. Des pros assez fortunés dans des bureaux d'études, dans des bureaux d'ingénieurs, d'architectes, ok, bien sûr, ils pourront en tirer parti, certainement. Pour la plupart des gens, même pros, qu'est-ce qu'il y a eu comme usage vraiment sérieux, transformatif, qui ont été montrés, mis à part avoir plein de grands écrans autour de soi, faire de la visioconférence avec des têtes 3D flippantes. Tu vois, donc, le présenter comme le futur de l'ordinateur, non, c'est pas le futur unique et indépassable de l'informatique, c'est certainement une possibilité de plus. Une autre gamme d'appareils, cool, pour certains usages, mais je vois pas comment ça remplacerait tout. De la TV à ton PC, en passant par ton smartphone, ça m'étonnerait énormément. Et d'ailleurs, faire des futurs Vision Pro ou pas des succès comparables à l'iPhone, ça va être pas gagné, parce qu'il va falloir attirer les développeurs très rapidement, alors que pas grand monde va en acheter. Il va falloir convaincre tout le monde qu'il a envie de se mettre un MacBook sur la tronche, et ça c'est quand même pas complètement naturel. D'ailleurs, malgré l'aspect un petit peu lifestyle des vidéos de promo, je vois pas qui aurait envie de garder son MacBook sur la tronche toute la journée. Le casque a l'air très cool, mais pour des sessions ponctuelles. Certainement pas pour être porté 12 heures d'affilée. Est-ce que tu penses vraiment, toi, que même chez Apple, ils pensent que dans le futur, on va tous avoir des masques de ski avec des yeux chelous dessus, qu'on va se parler à l'aveugle avec des contacts visuels artificiels comme ça, sans déconner? Bon, moi, honnêtement, je sais pas vraiment ce qui penche chez Apple, je comprends pas tout. D'ailleurs, dernier truc, après, je te rends la parole, promis, mais je sais pas si t'as vu, il y a une estimation du coût de fabrication qui est sortie. Oui, alors j'ai pas vu le chiffre, mais j'imagine qu'il est bien en dessous de toute façon. Alors, c'est une estimation de Minsheng Electronics, alors je sais pas trop ce que ça vaut, mais bon, si c'est juste, c'est vraiment bizarre, parce que l'estimation, elle est autour de $1 500 de coût de fabrication. Donc c'est quoi la stratégie là? J'ai pas compris, parce qu'on me dira, oui, la R&D, faut la financer, tout ça. Non. Non. Je veux dire, t'es Apple, donc tu n'as pas de problème d'argent. Ok? T'es Apple, tu veux lancer une toute nouvelle gamme de produits. Donc tu fais avec un écosystème neuf. Donc tu fais comme beaucoup d'autres. Tu absorbes les coûts au début pour installer une base et tu feras des bénéfices sur la durée quand le prix des composants baissera. Tu vois, t'as une stratégie à long terme ou pas? Je sais pas, tu vois. Est-ce que ça a du sens de vouloir faire une marge, surtout une marge aussi importante? Mais non, ton écosystème il n'existe pas. T'as besoin des devs et donc d'une base utilisateur pour motiver ces devs. Et là, je veux dire, t'es blindé, t'es Apple, t'es blindé. Donc, est-ce que t'as besoin de cette grosse marge qui limite drastiquement le nombre d'utilisateurs potentiels, tu vois? C'est vraiment bizarre, parce qu'en plus, $1 500, c'est presque un prix grand public. Alors que 3500, pas du tout. Donc, c'est quoi les bails, tu vois? Est-ce que tu crois en ton produit? Je sais pas, le Vision, il est spatial, mais la stratégie, je trouve qu'elle est space aussi un peu. J'ai pas plus d'éclairage là-dessus, et on travaille pas chez Apple, on n'a pas suffisamment les billes là-dessus. Il y a un autre élément qui atteste de ce que tu fais comme témoignage sur le positionnement. On le disait d'ailleurs dans le podcast, c'est le fait que c'est la première fois qu'Apple lance comme premier produit d'une nouvelle gamme un produit pro. Donc a priori, c'est vraiment qu'ils veulent pas le mettre à disposition comme étant un produit grand public, ce qui est du coup effectivement déroutant par rapport à ce que tu décris. Moi, je le vois vraiment comme un aveu de non-aboutissement du développement du produit. Ça, mis bout à bout au fait que ce sera pas dispo avant 2024 et uniquement aux États-Unis, fait beaucoup de pincettes et donne l'impression effectivement que le produit n'est pas suffisamment abouti pour qu'on le distribue au plus grand nombre. Est-ce que leur stratégie, c'est de faire en sorte que les développeurs, que les industries s'approprient le produit parce que c'est le produit Apple de demain absolument incontournable? J'en sais rien, mais effectivement, la question mérite d'être posée. Je voulais revenir sur 2-3 détails, mais je le fais très très vite parce qu'il faut absolument pas qu'on consacre cet épisode au Apple Vision Pro, parce que d'une part, ce serait pas très intéressant, d'autres l'ont fait, il y a l'autre épisode qui en synthétise, on a plein d'autres choses à dire, mais tu parlais de l'autonomie. Je pense que ça, pour le coup, c'est un truc qui, moi, m'a pas choqué et qui me choque pas forcément non plus sur les autres casques, si tu as la possibilité de le penser
comme un ordinateur, alors avec une autonomie beaucoup plus faible qu'un ordinateur tel qu'on le conçoit aujourd'hui, mais tu peux imaginer avoir une autonomie en mobilité chez toi pendant 2 heures et le reste du temps de le brancher sur secteur. Pour le coup, moi, c'est vraiment pas un truc qui me choque, mais ça me choque pas chez les autres non plus, hein, donc c'est vraiment la même approche que je peux avoir sur tous ces produits-là. Je trouve aussi Mark Zuckerberg vraiment de mauvaise foi sur le fait de dire qu'il a vu que des utilisations en canapé, parce que c'est vraiment pas vrai du tout. Il y a énormément de vidéos d'Apple qui sont d'ailleurs réjouissantes ou pas, hein, je dis pas le contraire, mais où l'utilisateur est debout et interagit avec son environnement. Donc ça, pour le coup, je trouve que c'est vraiment une mauvaise foi caractérisée. Et derrière, effectivement, il y a un axe très fort qui est pris par Apple pour tenter de rassurer tout le monde, en fait, toute la communauté, à la fois les consommateurs finaux potentiellement à l'avenir et la communauté des développeurs, pour l'interaction et le fait que tu te coupes pas du monde. En fait, c'est marrant parce que cette restitution du regard à l'extérieur, t'as vu, hein, cette restitution numérique du regard, elle est là pour rassurer, pour montrer que t'es pas coupé. Et en fait, je sais pas, je trouve que ça me fait encore plus peur. Ça fait plus cool, ça fait plus moderne, mais en fait, ça fait beaucoup plus peur et beaucoup plus Black Mirror. Et je pense que malheureusement, là-dessus, c'est un peu raté. On verra si demain, on s'y habitue. On s'est bien habitué au fait d'avoir des tiges qui sortent des oreilles avec les gens qu'on croise dans la rue avec des AirPods. Donc après tout, peut-être que ça fera la même chose. Dernière chose, j'ai eu une série de mentions de toutes en fait, donc sur Mastodon, de Mayura Viva qui a écouté l'épisode précédent sur l'Apple Vision Pro et qui dit, je cite, je viens d'écouter l'épisode sur l'Apple Vision Pro du podcast de Guillaume, je suis personnellement horrifié si l'ordinateur du futur c'est réellement un casque à la Apple Vision Pro, je n'ai pas envie de vivre dans un écosystème fermé et aseptisé pour lequel je n'ai plus aucun contrôle sur le hardware, le software, je tiens absolument à garder la possibilité de monter mon propre PC avec la config et le système d'exploitation de mon choix. Je pense que pour le coup, faut pas se tromper. D'une part, ce problème-là, il n'est pas arrivé avec le Apple Vision Pro. Je pense que c'est les propositions matérielles d'Apple qui sont comme ça, et donc elles sont sans doute peut-être tout autant critiquables, mais je suis pas certain qu'on puisse autant critiquer, plus critiquer plutôt l'Apple Vision Pro que d'autres produits Apple. Et je suis pas certain non plus que les autres solutions de réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte des concurrents d'Apple soient forcément beaucoup plus ouverts. Donc effectivement, ce que je lis de la remarque de Mayura Viva, c'est de dire si demain l'appareil de réalité augmentée, de réalité mixte, quel qu'il soit d'ailleurs, pas forcément que Apple, remplace l'ordinateur, ça va être encore un clou qui va être enfoncé dans le cercueil de l'ouverture et de la personnalisation du matériel et du logiciel. Je pense que c'était déjà très très caractérisé avec le smartphone. Si vraiment demain l'ordinateur était remplacé par un masque, un casque, on a vu, hein, c'est probablement pas de sitôt que ça arrivera, mais effectivement ce serait une étape de plus, mais à la limite c'est que la continuité, j'ai envie de dire. Bon, on en a fait beaucoup sur l'Apple Vision Pro, mais c'était intéressant d'avoir des petites remarques tièdes suite à cette annonce. Guillaume, tu as collecté plein de news qu'on va pouvoir aborder ensemble. Tu voudrais commencer par aborder ce sujet qui touche Reddit. Alors Reddit, cette espèce de réseau social façon forum, hein, vous savez, qui concentre énormément de discussions. On a l'habitude de dire que ce qui se passe en premier sur Internet arrive sur Reddit avant Twitter. Peut-être c'est encore même plus vrai maintenant. Pour autant, il y a une activité un petit peu chaude du côté de Reddit, notamment au sujet de leurs API, Guillaume. Oui, Reddit est en grève, hein, carrément, hein, puisque hier, il y a plus de 6000 subreddits qui sont passés en privé. Encore aujourd'hui, ça veut dire qu'ils sont plus consultables sur Internet. Donc, ils existent toujours, mais ils sont plus consultables. Ils sont en blackout, quelque part. Et donc, ce blackout spectaculaire, c'est une grosse vague de protestation contre les nouveaux tarifs de l'accès à l'API Reddit qui font exploser les coûts d'exploitation des applications tierces, hein, comme Apollo, Red Planet ou Reef, qui auront plus d'autre choix que de fermer, en fait, tout simplement à la fin du mois si rien ne change. Donc d'après le dev d'Apollo, la nouvelle grille tarifaire lui coûterait 20 millions de dollars par an pour continuer d'exister, et c'est pas gérable. C'est beaucoup. C'est pas gérable, à moins éventuellement de faire payer tout le monde, tout simplement, au moins 3 dollars, je pense, hein, par mois. Et bon, comme pour Twitter, les applis tierces d'accès à Reddit sont très pratiques et très populaires. Donc le changement, il passe très très mal dans la communauté. Et le CEO, donc Steve Huffman, défend le changement en disant qu'en fait, il cherche juste à être rémunéré de manière équitable sur les appels massifs à l'API, qui viennent souvent des entreprises qui aussi se servent pas mal du contenu Reddit pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Et le souci, c'est que ça, c'est un argument, mais ça impacte pas qu'elle, en fait. Hein. Dans une session de foire aux questions particulièrement malmenée, il a envenimé les choses en disant qu'ils s'étaient pris la tête avec des devs d'Apollo. Globalement, Huffman dit qu'il discute avec les développeurs d'appli, mais les prix de toute façon ne bougent pas, donc en gros, il répond concrètement à rien, quoi. De toute façon, le comportement de Reddit,
finalement, il semble assez cohérent avec ses ambitions financières, tout simplement. Il veut entrer en bourse et lancer une IPO très prochainement, donc il doit séduire les investisseurs le plus possible en présentant un potentiel de rentabilité le plus élevé possible. Parce qu'on est en 2023, tu vois, donc il faut avoir un business plan maintenant, tu vois, on n'est plus en 2018. Il est donc logique que Reddit ne voit pas d'un très bon œil tout ce qui peut détourner les utilisateurs de son site, de son appli et donc de ses pubs. Donc, parce que déjà, il limitait le contenu pour adultes à son seul usage. Aujourd'hui, serrer la vis encore un peu plus, ça semble plutôt logique sur les applis tierces, parce que les applis tierces lui rapportent pas beaucoup de pognon par utilisateur. Donc soit les applis tierces lui rapportent plus de pognon par utilisateur en payant l'API que la monétisation qu'il estime pouvoir en faire lui-même, soit cet utilisateur il doit revenir sur la plateforme et voir ses pubs. Donc pour l'instant, seules les applications qui ont une vocation d'accessibilité, comme pour les malvoyants par exemple, sont exemptées des nouveaux tarifs. Mais voilà, ça marche pas. Ça suffit pas, les Redditeurs sont pétards, et ça c'est pas bon pour les affaires d'ailleurs, parce que la valuation de Reddit du coup baisse. Début 2022, il était estimé à 15 milliards de dollars. D'après Fidelity, cette valeur aurait nettement baissé depuis, peut-être de 40%, et si la grève se prolonge, ça pourrait encore empirer. Ce qui est un petit peu étonnant, c'est les tarifs qui circulent et les montants que tu as cités, que j'avais vu passer, qui me semblent effectivement assez démesurés. Je pense pour certaines applications, pour certaines entreprises qui s'appuient sur Reddit, ça me paraît vraiment particulièrement costaud. C'est curieux qu'il n'y ait pas eu une forme d'entre-deux, tu vois, quelque chose d'un peu progressif avec des tarifs qui auraient pu leur faire des revenus, mais qui n'auraient pas représenté des sommes aussi importantes. Après, j'ai l'impression qu'effectivement, il n'y a pas des tonnes d'entités qui accèdent aux API. Il y en a sans doute une petite poignée. Donc c'est compliqué de rentabiliser le service, non ? En fait, il y a deux tiers, il y a un tiers gratuit. Donc si tu fais pas beaucoup d'appels à l'API, par contre si tu en fais de manière beaucoup plus massive, genre des centaines de milliers par jour, voire des millions par jour, là par contre tu payes directement un nombre en fait qu'ils estiment comme étant la monétisation mensuelle de chaque utilisateur potentiel. Et donc ils se rattrapent comme ça en fait, c'est comme ça que c'est calculé je pense. Ça paraît costaud quand même, mais bon écoute, on verra comment ça évolue. Oui, je crois que c'est évalué quelque chose comme $2,50 par mois par utilisateur, un truc comme ça, okay. C'est assez... ouais. Ok. Très bien, bon, on y voit plus clair en tout cas du côté de Reddit. Est-ce que tu peux nous actualiser ce qui se passe du côté de Twitter ? Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé. Il était question qu'il y ait une superstar de la gestion de la publicité qui arrive et qui a un nouveau CEO. Où est-ce qu'on en est, Guillaume ? Oui, ça rappelle un petit peu cette histoire d'API aussi devenue trop chère et de chasse aux API tierces chez Twitter, tout simplement. Parce que bon voilà, Twitter qui perd de l'argent à vouloir trop en faire, c'est peut-être le karma. Mais bon, parlons de Twitter qui a une grosse actu avec une bonne et plusieurs mauvaises nouvelles. Alors je commence par la bonne peut-être ? Non, il faut toujours commencer par les mauvaises nouvelles, je pense. Oui, on commence toujours par les mauvaises nouvelles. Oui. Donc d'après le New York Times, les revenus publicitaires aux États-Unis de Twitter auraient baissé en avril de 59% par rapport à l'année précédente. Donc c'est un raté qui est très loin d'être exceptionnel. En fait, je sais pas si c'est une mauvaise nouvelle en fait, c'est presque satisfaisant que ça se passe pas bien quand tu fais des choix pourris, de mon point de vue, mais oui, voilà, pour eux c'est une mauvaise nouvelle. Tu vois, voilà, Twitter aurait régulièrement foiré ses objectifs hebdomadaires de vente de toute façon, parfois avec même jusqu'à 30% de moins que leurs objectifs. Et donc les perspectives pour le mois de juin sont pas plus brillantes. De toute façon, il n'y a aucun employé hagard qu'on ait pu interviewer comme ça dans la rue qui arrive à imaginer une amélioration de la situation à moyen terme. Bon, il faut dire qu'après Yael Roth, c'est Ella Irwin qui vient de fuir la boîte, littéralement. C'était la vice-présidente du départementier Trust and Safety, donc sécurité, voilà, tout ça, de Twitter. Et elle a sans doute pas apprécié le revirement concernant l'interdiction des propos haineux pour les transgenres ou un truc comme ça. Musk lui a... Enfin, le jour même... Le jour du départ d'Ella, Musk avait critiqué que son équipe avait interdit la diffusion d'un film transphobe, un truc comme ça. Donc, de toute façon, il y a énormément de tensions en interne sur ces sujets et d'autres sujets, voilà, sujets de modération, on va dire, au sens large. Donc, Twitter devient un espace qui est de plus en plus controversé. C'est un chemin qui est un petit peu dangereux et qui inquiète même Ev Williams, qui est un autre cofondateur de Twitter, parce qu'en fait, on l'oublie souvent, mais Twitter a été fondé par 4 personnes. Il y a Jack Dorsey, donc qui est le plus emblématique, le plus médiatique aussi, mais il y a aussi Williams, donc Ev Williams, il y a aussi Biz Stone et Noah Glass. Et Williams, lui, il confie que pour lui, Musk n'a pas encore réussi à trouver un équilibre et que l'image de marque de Twitter est ternie de manière durable. Il va même jusqu'à évoquer MySpace et Yahoo, qui ont été victimes d'un leadership déficient, d'après ce qu'il dit. Donc, c'est un ton qui change pas mal quand même vis-à-vis de Musk, parce que Williams, il était initialement très positif à la reprise. Dorsey, il était clairement fou.
Tu te souviens, il était vraiment fou quand genre, il pensait que c'était vraiment la meilleure personne possible, tu vois, pour Twitter. Il l'avait dit d'ailleurs, il l'avait présenté Il l'avait comme dit, tel, ouais. et là, il déchante publiquement. Enfin, disons qu'il y a un tweet qui lui était adressé, un tweet qui disait que ce qui est en train de se passer à Twitter était assez triste. Jack a répondu « oui ». Un oui très lourd. Tu sens le poids du oui, c'est un oui très très lourd. On entendait le soupir derrière. Exactement. Et donc Williams continue avec un autre scud. Je pense qu'Elon est brillant, mais personne n'est brillant partout. J'aime beaucoup cette formule, c'est vrai. Ça fait mal. Hein. Et voilà, donc bref, voilà, il dit aussi que les réseaux sociaux sont devenus les médias sociaux et qu'à l'avenir, ils seront sans doute de plus en plus des médias et de moins en moins sociaux. C'est un truc qui rejoint un petit peu pour moi cette malédiction du réseau social là, dont on avait parlé plusieurs fois. Et bon, il y a quand même une bonne nouvelle, j'ai dit. Oui, une bonne nouvelle. Alors, la nouvelle CEO de Twitter arrive plus tôt que prévu. Elle vient d'arriver, là, tout simplement. Donc, Linda Yaccarino arrive avec son ancien bras droit de chez Universal. Hein, voilà, elle amène sous le bras Joe Benaroche, je sais pas, qui est donc voilà celui qui l'a secondé à Universal sur les pubs. Évidemment, elle amène aussi son carnet d'adresses, qui doit être, ça doit être un carnet d'adresses de l'espace. Je sais pas si t'imagines, elle a négocié avec toutes les plus grosses marques du monde. Et donc, elle connaît par leur prénom tous les publicitaires les plus friqués de toute l'industrie. Donc, il y a un espoir qu'elle redresse la barre de Twitter pour lui éviter de se prendre le prochain iceberg, quoi. Hein. Alors, le fait que Twitter soit dirigé désormais par une spécialiste de la pub, c'est peut-être pas totalement une bonne nouvelle, finalement, remarquez bien. Mais au moins, ça veut dire qu'Elon se casse. Et ça, incontestablement, oui, ça en est une bonne. Ouais, c'en est une bonne pour peut-être l'avenir de Twitter, même si honnêtement, je mise plus rien, moi, sur ce réseau social à moyen et long terme. On verra, mais j'ai l'impression que pour le coup, Meta a un très gros coup à jouer. On sait qu'ils ont dans les cartons une espèce de alternative à Mastodon / Twitter qui s'appuierait sur Instagram. Il sera question d'avoir des sorties cet été. Vraiment, je serais dans les équipes de Meta. Je n'aurais qu'une envie, c'est de battre le fer pendant qu'il est chaud, parce que il y a pour moi une vraie opportunité de leur côté. Ah bah oui. Donc, voilà, on verra ce que ça donne. On parle un peu de Pornhub, Guillaume, parce que ils veulent prendre un petit peu à partie leurs visiteurs, parce qu'ils sont sous le feu des régulateurs dans certains États des États-Unis d'ailleurs. Oui, ils contre-attaquent un petit peu, alors que de plus en plus d'États veulent l'obliger, lui et tous ses amis du porno, à vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Ils menacent de fermer boutique dans les États concernés. Et surtout, ils appellent ces visiteurs de Virginie, du Mississippi ou de l'Arkansas à contacter leurs dirigeants pour s'opposer à cette mesure qui est, donc, selon eux, dangereuse pour la vie privée et la sécurité de tous en ligne. Quand tu demandes à tes utilisateurs, que t'as un service et que tu demandes à tes utilisateurs de s'impliquer sur le plan politique, c'est que vraiment t'es pas bien, en général. Effectivement, TikTok l'a fait aussi, donc bon. Ouais. Bref, donc Pornhub met aussi sur le tapis un argument qui fait pas plaisir, mais bon, qui se tient quelque part. Pourquoi vouloir bloquer l'accès des mineurs sur les sites en ligne ? Donc, on fait ça en ligne plutôt que de le faire sur des solutions locales. Donc en local sur les appareils. Après tout, il y a des solutions pour restreindre l'usage d'un appareil sur un appareil particulier. Il y a des contrôles parentaux qui pourraient être rendus encore plus simples et plus sophistiqués par les fabricants de systèmes d'exploitation eux-mêmes. Donc en gros, les parents sont responsables de comment on utilise les machines de la famille. Nul besoin de forcer tout le monde entier à donner son identité sur Internet. Parce que c'est vrai que c'est une pente dangereuse, pour le coup. Parce que demain, d'autres sites que le porno pourraient être concernés, parce que voilà, des sites pour adultes, c'est pas forcément des sites pornographiques. Du contenu qui est pas compatible avec les enfants, il y en a sur plein de sites. On a même cité juste Wikipédia, tout connement. Donc l'anonymat sur tout Internet, en plus, pourrait être mis en péril. Et on parle pas des éventuelles fuites de données. D'ailleurs, dans les cas où les mesures sont en place, souvent les gens choisissent le contournement, en allant tout simplement sur d'autres sites qui, pour une raison ou pour une autre, ne nécessitent pas d'identification. Donc des sites alternatifs qui sont un petit peu plus gris, qui sont pas plus sûrs, très loin de là. Et donc, Pornhub milite pour passer la responsabilité sur les parents via des solutions de contrôle local. Et je suis de cet avis. C'est très facile pour moi parce que j'ai pas d'enfants. Donc je suis à fond pour ça. Il n'y a aucun problème. Mais bon, moi qui ai des enfants et qui suis amené à gérer ça, je suis en fait assez d'accord avec ça aussi finalement. Et je dois dire d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je suis vraiment très impressionné. Me retrouvant avec un enfant qui a un âge qui s'approche doucement mais sûrement de la limite fatidique de tu ne peux plus refuser le portable. Je tiens bon évidemment, vous en doutez bien. Mais je vois beaucoup de parents qui ont laissé un accès complet
aux appareils. Je dirais d'ailleurs pas que le smartphone, mais tu sais, même la Switch. Il y a des enfants qui ont le contrôle parental activé par leurs parents et juste, en fait, ça sonne au bout d'un moment, quoi. Et donc, tu discutes avec les enfants et ils te disent « Ouais, ça sonne, mais de toute façon, ça me bloque pas, donc ça sonne de temps en temps et puis je joue. » Je suis impressionné de la déresponsabilisation des parents. On peut difficilement les incriminer parce qu'il y en a énormément qui sont pas assez éduqués sur ce qu'ils peuvent faire en termes de contrôle parentaux. Il y a énormément de ressources. Bref, je suis assez séduit par cette proposition. C'est compliqué, de mon côté. Tu sais, moi je suis pas... On a évoqué cette question très souvent, à titre perso. Moi, c'est vrai que je suis pas à l'aise parce qu'il n'y a aucune solution qui paraît idéale. Il y a des dérives qui sont possibles un petit peu tout le temps. À titre perso, je donne pas mon identité sur Internet, sauf pour des trucs ultra officiels où je peux pas faire autrement, tu vois. Et d'ailleurs, vous-même, si vous allez sur un site pour adultes, porno ou pas, seriez-vous prêt à donner votre identité à chaque fois ? Perso, je suis pas très serein là-dessus. Et pourtant, le contrôle local n'est pas évident, parce que comme tu le dis, il faut être très très scrupuleux. Tu vois, avoir des comptes, si les machines sont partagées, il faut que chacun ait son compte, il faut contrôler tous les logiciels utilisés, il faut blacklister aussi les kilotonnes de sites. Il y a des logiciels qui aident pour ça, mais ça reste délicat, ça reste un effort, ça reste complexe. Les gamins, ils sont malins. Donc ils chercheront et ils risquent bien de trouver des moyens. Donc c'est délicat, tu vois, mais je pense que chacun effectivement a une part de responsabilité là-dedans, tu vois. Mais bon, voilà, c'est... J'ai pas d'avis tranché encore sur la question. Puis bon, comme j'ai pas d'enfant en plus, c'est vrai que je suis pas la meilleure personne pour en parler. T'as pas d'avis tranché, il n'y a pas de solution parfaite. Maintenant, je peux pas m'empêcher à chaque fois de dire intéressez-vous aux jeux vidéo, intéressez-vous au contenu que vos enfants regardent. Peut-être c'est la première démarche avant d'interdire. Et puis documentez-vous parce que franchement, les outils de contrôle parentaux sont pas parfaits, ils régleront pas tous les problèmes, mais c'est aussi des super outils de discussion. Quand vous savez et que votre enfant ne peut pas contester le temps qu'il a passé à certains usages, c'est des leviers de discussion qui sont super intéressants. Et en tout cas, je trouve que la perspective de gérer plus au niveau des appareils qu'au niveau de l'accès aux services en tant que tel, moi, c'est en tout cas une position qui me séduit pas mal. Mais bon, écoute. On termine cette rubrique, Guillaume, avec de l'infox à tout va. Ouais, de l'infox encore. Saint-Isidore, priez pour nous, protégez-nous, Saint-Isidore. C'est qui Saint-Isidore, Guillaume ? Saint-Isidore, c'est le saint patron d'Internet. Ah bon ? On a besoin de sa bénédiction. Saint patron d'Internet. Il y a un saint patron d'Internet, c'est Saint-Isidore de Séville, je crois. Je te jure, vous pouvez la vérifier, c'est Saint-Isidore est officiellement le saint patron d'Internet. Et je pense qu'il nous faut sa bénédiction au saint patron d'Internet. Il date de quel siècle déjà, ce monsieur ? Il date pas du tout d'Internet. Il a été canonisé récemment, mais je crois que c'est du... Non, c'est vraiment très vieux. Il doit y a 1000 ans, un truc comme ça. C'est un truc très très vieux. Mais non, mais je vous On fait notre dialogue, mais en fait, en vrai, Guillaume m'a sourcé le sujet avec un commentaire dans le conducteur. En fait, on le mettra, ce lien, Guillaume. Oh, tu sais quoi ? Non, on va faire mieux que ça. On va le mettre sur Discord. On va mettre dans une rubrique réaction, on mettra le lien vers l'article que tu m'as partagé dans Discord. Comme ça, vous saurez tout sur Saint-Isidore. Ouais, donc Saint-Isidore devant nous protéger parce que les prochaines élections américaines arrivent, tu vois, et on commence déjà à avoir des fakes, des mirages politiques qui foisonnent déjà, et même chez les candidats aux primaires, donc de manière totalement officielle, puisque Ron DeSantis en a utilisé dans sa campagne, et le plus dingue, c'est qu'elles sont nulles. Mais franchement, je comprends pas. Ils ont des graphistes malvoyants chez DeSantis, que je veux dire. Ils ont fabriqué des images de Trump qui fait des bisous à Anthony Fauci, comme ils disent, pour discréditer Donald sur sa gestion de la crise Covid. Alors, la logique de ce truc m'échappe complètement parce que Donald Trump effectivement a chié pendant la crise, mais justement parce qu'il était perpétuellement en désaccord avec Fauci. Mais bon, passons. On voit donc des images, certes photoréalistes, au premier coup d'œil en tout cas, qui montrent Anthony et Donald dans les bras de l'or pour voir Trump lui faisant carrément un bisou. Et au premier regard, ça passe, oui, mais au second, ça passe plus, comme beaucoup de rencontres que tu fais en boîte, c'est sûr. Donc... c'est mauvais, il y en a même une où Fauci n'a pas de main, tu sais pas où elle est, quoi. Donc c'est vraiment bizarre, les cheveux de Trump ils sont flous, tu sais, on dirait qu'ils ont été super lissés. Pourtant, s'il y a bien un truc que tu dois pas rater quand tu fais une image de Trump, c'est les cheveux, la légendaire crinière, n'est-ce pas, de Donald. Absolument. Donc c'est assez nul, mais bon, évidemment, c'est qu'un galop d'essai, le nombre de ces images va exploser très prochainement, et voilà, c'est pas les plateformes qui vont y faire quoi que ce soit, parce que déjà, les fakes vont devenir de plus en plus difficiles à détecter. Et puis surtout, de YouTube à Meta en passant par Twitter, toutes les principales plateformes ont officiellement renoncé à lutter. C'est bon, l'éponge, elles l'ont prise, elles l'ont jetée dans la poubelle, c'est fini. C'est simple, il suffit que tu te déclares candidat à la présidentielle ou à une primaire, jusqu'à une primaire, et tu deviens impossible à modérer. Par exemple, Robert F. Kennedy a explicitement dit dans un Twitter Space avec Musk que les antidépresseurs étaient la cause des fusillades scolaires et que le Covid était une arme biologique.
Et il est démocrate, hein. Qu'on m'accuse pas de gauchisme, je sais pas quoi, hein, s'il vous plaît. Mais bon, ce gars a maintenant une tribune gratos partout, impossible de le couper nulle part, parce que tu comprends, c'est un candidat. Alors qu'il a aucune chance, il le sait qu'il a aucune chance, hein, tu vois. Mais il profite des plateformes gratos et donc du mégaphone gratos. Donc Trump est à nouveau accueilli à bras ouverts partout, hein, et je rappelle qu'il a quand même encouragé une tentative de coup d'État, qu'il est en outre sous le coup de je ne sais pas combien de procédures judiciaires qui vont du harcèlement sexuel au chantage, en passant par la fraude fiscale. Bon, OSEF. D'une manière générale, d'ailleurs, OSEF. YouTube, par exemple, ne vire plus les vidéos qui affirment que l'élection de 2020 a été volée. Twitter ne fait aucun ménage non plus. Les messages qui portent cette version de l'histoire se propagent à nouveau, tranquille, il n'y a pas de problème. Ça fait que 2 ans et demi, hein. C'était le 6 janvier 2021. La démocratie américaine a été ébranlée comme rarement au cours de son histoire, quand même, hein. Il y a des émeutiers qui ont pris possession du Capitole, tu vois. Alors évidemment, c'est pas qu'un problème tech. Il faut pas oublier qu'au lendemain des émeutes, 147 membres du Congrès se sont alignés sur la thèse de l'élection volée. Mais bon, vu leur puissance, les plateformes ont une part quand même non négligeable de responsabilité. On est à la veille d'une nouvelle élection, donc d'une potentielle nouvelle explosion de colère aussi, de mensonges et de violence, et cette fois avec la tech de 2024. Alors, ça va être intéressant, hein, ça c'est sûr. Donc prions Saint-Isidore, mes frères, hein, ou alors prions pour que les graphistes politiques continuent de faire des images aussi pourries que ça sera facile à repérer. Oui, il nous aide effectivement. Va savoir si c'est pas voulu, tu vois, qu'on puisse pas leur reprocher de trop de manipulation. En tout cas, ça nous arrange, on les identifie plus facilement. On change de rubrique, Guillaume, avec nos fameuses histoires de compression qu'on va aborder dans cette rubrique. Tu le mentionnais en intro. On va commencer par analyser à quel point un chatbot pourrait peut-être remplacer tous les métiers, tous, y compris le rôle de prêtre, Guillaume. Mais oui, écoute, au-delà de Saint-Isidore, prions mes frères à Sainte-Nvidia, n'est-ce pas? Et honorons la Sainte GPU, car par son truchement, sa parole nous est donnée. La lumière vient de ChatGPT, qui a été utilisé pour créer un service religieux de 40 minutes dans une église bavaroise, à Fürth. Bon. Yes, c'est Jonas Simmerlein, un théologien, philosophe et grosse flemme de l'université de Vienne, qui a utilisé le chatbot pour faire 98% du boulot. Alors même jusqu'à faire prononcer le texte par une synthèse vocale et des avatars sur une espèce de grosse télé là-bas. Ça c'est mesquin. Histoire de vraiment pas en foutre une rame. Donc attention, c'est une église où on honore encore l'ancien dieu, hein, on a dit le dieu des chrétiens, donc on n'adore pas le nouveau dieu, OpenAI, ça viendra plus tard. Donc les fidèles, qui sont en partie venus voir ça par curiosité aussi, et voir ce que ça pouvait donner, ils ont été agréablement surpris, ils en espéraient pas tant. Trouve ça mieux. Simmerlein lui-même était agréablement surpris que ChatGPT sorte un sermon aussi convaincant avec un prompt assez simple, ce qui peut aussi vouloir dire des choses sur le contenu du sermon moyen, mais passons. Plusieurs fidèles, ont remarqué quelques platitudes quand même. Mais Simmerlein voit sérieusement un futur où les prêtres pourraient utiliser l'IA pour accélérer l'écriture de leurs sermons et se consacrer donc plus aux interactions personnelles. Ça, ou bien les postes de prêtres vont se raréfier, donc ça veut dire que tu vois, effectivement, plus aucun secteur n'est à l'abri, donc je sais pas, bientôt une église 2.0 avec confession et sermon automatisé, je sais pas. Et pardon aussi automatisé, bien sûr. J'ai une autre vision de l'avenir, moi, en lisant cet article, Guillaume. Je me suis demandé quand va arriver la première religion, et je suis sûr qu'on en parlera dans ta café dans quelques mois, la première religion où il y aura des croyants d'une intelligence artificielle. Tu vois, c'est tellement... déjà, ça, je pense. Oh non! Non, je crois que ça existe déjà. Il faudrait que... Si, je crois que ça existe déjà. Magnifique. Il faudrait que je cherche, mais... Bon, pardon, non, j'ose pas le dire. Bon, je vais le dire quand même. C'est pas plus con que de croire en Dieu. Non, c'est pas bien ce que tu dis. Ça, moi, je vais rien dire, mais je crois l'avoir vu. Il faudrait que je vois. De toute façon, tu sais qu'il y a l'église des Jedi, hein, donc... oui, c'est vrai aussi. Les Jedi sont une religion, donc... Bon, ça devrait arriver. Oui, après, quelque chose de massif, tu vois, pas quelque chose d'anecdotique pour 2 articles de site tech. Vous aurez compris que tout ce que je disais là à l'instant, c'était pour la beauté des jeux de mots, et je n'incrimine personne. Chacun fait ce qu'il veut. Guillaume, on en arrive à nos histoires de compression de texte avec un modèle de langage. Oui, on va faire un retour sur les modèles de langage avec, pour commencer, un article qui les utilise pour compresser du texte. Alors, c'est un article qui est assez intéressant. Il crée 2 variantes pour une sorte de LLM zip. Voilà. Donc, ils utilisent un petit lama pour compresser de l'anglais, mieux que toutes les autres méthodes. Alors, ce qu'il faut essentiellement, c'est assez simple, parce qu'un modèle de langage, qu'est-ce que ça fait? Donc, à la toute base, ça prend une phrase, ou un bout de texte, hein, plus ou moins long, et ça donne les probabilités pour le mot qui vient après. Pour être précis, il donne même la probabilité pour chaque mot de son vocabulaire, pour tous les mots. À tous les mots du vocabulaire, il associe une probabilité que ce mot-là suive le texte qu'on met en entrée, dans ce qu'on appelle le prompt. Bon. Donc,
Intuitivement, on se doute qu'un texte donné, non seulement il ne peut pas y avoir n'importe quel mot qui suit, mais en plus, le plus souvent, il ne peut pas y en avoir des centaines. Tu vois, par exemple, après les mots, je sais pas moi, canne à, il peut y avoir pêche, il peut y avoir sucre, il peut y avoir papy, et puis voilà, quoi, tu vois, c'est canne à mon avis, derrière, il n'y a pas imprimante, il n'y a pas perruque, il n'y a pas... Ouais, c'est pas possible. Mais bon, si je peux prévoir le mot qui suit dans un texte, du coup, j'ai pas besoin de le stocker. Si je peux le prévoir. Donc, j'ai pas besoin de le stocker sur le disque dur. Si je sais quels sont les 4 mots les plus probables après chaque portion de texte, je peux juste stocker leur numéro. Et donc, ça fait que 2 bits. Et ça suffit à coder un mot, 2 bits. Et ça, c'est quand même une sacrée économie. En plus, si je fais ça, sauf si c'est pas un mot, si c'est pas les mots qui suivent. Non, mais... J'allais dire, sauf que du coup, ça diminue, mais je pense que tu vas y arriver juste après, ça diminue la possibilité de faire des variations, des trucs comme ça. Mais... Non, oui, alors pas forcément, parce qu'en vérité, admettons que je prenne les 4 mots qui suivent. Je prends les 4 mots qui suivent, comme le plus souvent, ça va être cela, et de temps en temps, ça en est un autre. Mais si c'est un autre, je le stocke. Sauf que je vais stocker le mot complètement, donc sans le compresser, mais je vais le stocker très très rarement. Donc très très rarement, ça va prendre plus de place, et le plus souvent, ça va prendre beaucoup moins de place. Donc en moyenne, j'économise. C'est exactement ce qu'on fait quand on fait un codage de Huffman, en fait, sur des caractères. C'est-à-dire, on prend un codage de Huffman, c'est ça, hein, tu prends les caractères les plus probables, tu les codes sur très peu de bits, et les caractères les moins probables, tu les codes sur beaucoup de bits. Donc tu as un codage, si tu veux, qui est comme super, parce que comme en anglais, par exemple, il y a beaucoup plus de E, en français aussi, il y a beaucoup plus de E, si le E il est codé sur un bit, tu vas économiser très 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 souvent de l'espace sur les E, alors que les Z, tu les codes par exemple sur 12 bits, c'est pas grave, parce qu'il n'y a pas énormément de Z dans la langue, tu vois. Et donc en moyenne, le nombre de bits que tu utilises, il est bien inférieur à 8, tu vois, par exemple. Et là, en fait, c'est la même chose que je dis, enfin, c'est la même chose qu'ils font avec ce système, sauf qu'au lieu de prévoir comme ça juste les statistiques des lettres, ils prévoient les statistiques des mots, puisque c'est ce que fait un modèle de langage, c'est son boulot à lui, tu vois. Et donc, la plupart du temps, le mot qui va suivre, ce sera un des 4 mots. Donc, ce que j'aurai, en fait, ça va être, dans ce cas-là, tu vois, ça va être souvent des suites de 0, parce que ça sera le mot le plus probable. Des fois, ça va être des 1, des fois, ça va être des 2, un peu moins souvent, etc. Tu vois. Et donc, ça veut dire que je peux encore faire une passe après pour compresser les suites de symboles qui se répètent, par exemple. Tu vois, et au plus un symbole est fréquent, donc au moins je prends de place pour le stocker. Donc c'est ce qu'ils ont fait, donc ces chercheurs de l'Université du Texas, et ils ont atteint un niveau de compression qui est de moins de 1 bit par caractère, alors que le zip, en général, quand tu zippes un texte, tu tournes autour de 2,8 bits par caractère. Donc tu vois, le modèle de langage peut compresser très efficacement un texte, même si c'est assez long, parce qu'évidemment, un modèle de langage c'est beaucoup plus compliqué que juste faire une statistique comme ça, comme fait les zip, donc c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est beaucoup plus efficace. Et ça sera encore plus efficace si on prenait un modèle de langage plus gros, qui lui-même prévoit mieux. Parce que le modèle qu'ils ont pris, c'est le plus petit Llama, il a 7 milliards de paramètres. Si je prenais un modèle 2 fois plus gros, il prévoirait encore mieux. Donc ça veut dire que ça aurait été mieux, il serait compressé mieux. Mais ça aurait compressé mieux à quel point finalement? Et c'est là qu'intervient la notion de perplexité. C'est là qu'on va être obligé de parler de perplexité. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire que prévoir mieux? Tu vois? À chaque mot qu'il doit prévoir, le modèle de langage, il a le choix entre tous les mots de son vocabulaire, et il connaît la probabilité de tous les mots. Donc, disons 10 000 mots, ok? En général, la probabilité, elle est ultra concentrée sur un nombre de mots qui est assez faible. Absolument. Finalement. Et après, il y a une longue traîne. Ouais. Il y a une très très longue traîne. Donc imaginons un oracle, ou un dieu qui ne se trompe jamais. Un dieu, il connaît le mot suivant tout le temps. Évidemment, c'est totalement théorique, imaginons qu'il connaît toujours le mot suivant. Il sait lequel, donc il n'hésite jamais, pour lui, il n'y a qu'un seul mot qui convient, donc avec l'oracle, on peut compresser comme un dieu. Ben oui, avec 0 bit, puisque tout est prévu à l'avance, donc on compresse de manière totale. Bon, okay. Imaginons maintenant un demi-dieu. Lui, c'est un demi-dieu, donc par son père. Il est dieu par son père, mais par sa mère, non. Bon, ok. Donc il a des pouvoirs, il est fort et tout ça, mais lui, il est quand même moins sûr de lui. Il hésite quand même entre 2 mots à chaque fois. Du coup, il nous faut 1 bit par mot pour coder lequel il pense qu'il est bon, tu vois. Donc on compresse beaucoup quand même, 1 bit c'est bien, mais bon, on compresse quand même évidemment beaucoup moins. Donc dans la réalité, un modèle de langage, il fait aussi des prévisions comme ça, et il hésite, entre guillemets, entre un certain nombre de mots en moyenne. Alors j'insiste en disant que c'est en moyenne, parce qu'en fait il hésite sur tous les mots, il hésite sur les milliers de mots. Mais comme la plupart ne contribuent que très peu ou très faiblement au dilemme qu'il a, en moyenne, on peut dire qu'il hésite sur un nombre assez limité de mots. Et ce nombre de mots, entre lesquels il hésite principalement, c'est ce qu'on appelle la perplexité d'un modèle de langage.
Ok, d'accord. Et le nombre de bits qu'il faut pour coder un langage avec ce modèle, c'est ce qu'on appelle son entropie, l'entropie du langage. Donc un modèle de langage, il est d'autant meilleur qu'il hésite moins. Donc sa perplexité, elle est faible. Donc concrètement, les différentes tailles du modèle donc de Llama, de Meta, l'illustrent très bien ça. Donc les trucs ont été calculés, voilà. Donc la version à 7 milliards de paramètres, par exemple, hein, donc le petit Llama, il a une perplexité qui tourne autour de 6. Donc ça veut dire que pour chaque mot qu'il doit prévoir, en moyenne, le plus petit Llama hésite entre 6 mots. Le 13 milliards de paramètres, lui, il a une perplexité qui tourne autour de 5,3. La 30 milliards autour de 4,2, et la 65 milliards autour de 3,6. Donc à 65 milliards de paramètres, le Llama, pour chaque mot, hésite en moyenne entre 3,6 mots. 3 mots et demi à peu près, tu vois. Sachant que le minimum théorique de perplexité, c'est forcément 1. Puisque là, c'est dire qu'il n'hésite pas, puis il n'a qu'un seul mot, tu vois. C'est évidemment, c'est un minimum qui est totalement théorique, qui n'est jamais atteint, puisque c'est notre oracle, c'est notre dieu. Hein. Donc, c'est un minimum qui, voilà, c'est le minimum c'est 1, jamais atteint, il y a une sorte d'asymptote, si tu veux, voilà, vers 1, si tu mets, bon, voilà, là on est à 3,6 sur 65 milliards. Alors, ces notions, ce sont de vieilles notions, parce que Claude Shannon a été un pionnier des modèles de langage, dans les années 50 déjà, et il a donné une estimation de l'entropie de l'anglais, par exemple. Et lui, il faisait du lettre à lettre. Donc il prenait des textes, hein, voilà, il comptait les lettres, et puis il comptait il comptait les probabilités qu'on a de chaque lettre, etc. Et même les probabilités qu'on avait d'avoir chaque lettre après telle lettre, ou après un couple de lettres, ou après un triplet de lettres, etc. etc. Donc c'est que bien plus tard qu'on a commencé à faire du mot à mot, parce qu'évidemment le mot à mot, ça donne un nombre de symboles qui est beaucoup plus gros. Alors que le lettre à lettre, ben voilà, avec 27 symboles, quoi, globalement, t'as toutes les lettres et les chiffres, tout ça, ben t'es bon, c'est fini. Donc, les mots, évidemment, c'est forcément des milliers, donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais ce qui est marrant, c'est que les bornes de Shannon tournent pour l'anglais autour de 1 à 2 bits par caractère. Et il a tout fait à la main, donc c'est assez incroyable, avec des suites de lettres, donc des corpus de référence, comme des bouquins de référence. Donc, la notion de modèle de langage, c'est un truc qui est très ancien. Donc elle part avec des lettres, elle aussi. Quelle est la suite de lettres quelle est la lettre qui suit un bloc de lettres donné, tu vois. Et aujourd'hui, en fait, on fait la même chose, mais c'est juste incroyablement plus puissant. Et la notion d'entropie aussi, c'est un truc qui est ancien. Donc ça vous dit sans doute quelque chose, la notion d'entropie. Hein. C'est un mot qui est connu, hein, qui est super utilisé en physique. Hein, je pense, ça te dit quelque chose, j'imagine. Ouais, ça me parle, ouais. Donc en fait, alors les deux notions en physique et en théorie des langages sont un peu différentes, mais elles sont connexes. Alors souvent, pour simplifier, on dit que l'entropie est une mesure du désordre. Ben, c'est en fait totalement relié à ce qu'on a dit, à tout ce qu'on vient de dire. Parce que imagine, alors, on va faire un truc très simple, imagine que je dois placer 1000 points sur une feuille blanche. Bon, si les 1000 points sont disposés sur une grille régulière, ben, je vais pouvoir le décrire très facilement. Tous les points, je vais pouvoir le décrire de manière très concise. Je dis ça part de là, la grille fait telle dimension, la taille des mailles, c'est ça, et puis basta, j'ai fini. Et il y a très très peu d'infos et j'ai décrit les 1000 points. Par contre, si les points sont dispersés totalement au hasard, ben je peux rien faire d'autre que les repérer. De les repérer tous. Et je dois noter donc chacun de leurs coordonnées à tous. Donc ça fait 1000 à 6, d'écrire 1000 ordonnées. le motif, si on n'a pas toutes les infos, c'est hyper compliqué. Tu décris tout, tu vois. Donc c'est énormément plus long. Donc si quelque chose est complètement désordonné, si je peux rien prévoir, ben je peux rien compresser. Et l'information nécessaire à tout décrire, elle est maximale. Donc l'entropie, c'est cette quantité d'information. C'est le nombre de bits dont j'ai besoin pour coder chaque point, en fait. Hein. Dans cet excellent plan, ce serait ça. Donc si un truc est régulier, ou prévisible, ou même statistiquement prévisible, je vais avoir besoin de moins d'informations pour le stocker, son entropie sera plus faible, et je vais pouvoir mieux le compresser. Donc effectivement, l'entropie peut être vue comme une mesure du désordre, si on veut. Mais bref, un langage, c'est un truc qui est très structuré, et donc on s'attend à ce que son entropie soit assez faible. Et de fait, si j'ai 27 lettres et symboles, on va dire que j'ai 27 lettres, allez, voilà, pour être simple, admettons que je peux rien prévoir du tout, admettons que toutes les suites de lettres soient également possibles, je peux rien prévoir, ben je suis obligé d'avoir 4,75 bits pour coder chaque caractère. Parce que j'ai 27 possibilités, donc ça fait le log de bon. Voilà. En tout cas, c'est 4,75 bits. C'est ça l'entropie maximale. Or, on a mesuré que l'anglais, par exemple, avait une entropie d'à peu près 1 bit par caractère. Donc on voit immédiatement que c'est statistiquement très très ordonné, très très structuré comme ensemble. C'est pas du tout du hasard. Donc ces notions de théorie de l'information sont utiles pour évaluer donc aussi les performances et les dégradations de performance des modèles qu'on compresse, par exemple.
Donc, pour embrayer sur la compression, comme on a dit, parce que oui, ça continue. Évidemment, les IA se font compresser de tous les côtés. Ça concerne d'ailleurs tous les modèles. Comme ça a commencé avec les modèles de langage, on en parle beaucoup, mais il y a aussi Whisper, par exemple, qui est une IA de reconnaissance vocale, qui est aussi très bien compressée, etc. Donc, cette compression, ça passe le plus souvent par une réduction drastique du nombre de la précision en fait des nombres qu'ils utilisent, les fameux paramètres, les poids du modèle. Donc les semaines qui ont passé ont été d'ailleurs très fructueuses, puisqu'il y a GGML qui a introduit le nouveau format, plus efficace, jusqu'à 2 bits par poids. D'ailleurs, au passage, Grégory Gerganov, à qui on doit GGML, qui permet de faire donc du machine learning en pur C++, et grâce auquel on a des IA partout, jusque dans les Raspberry Pi, il vient de se faire financer, il vient de lever des fonds. Donc GGML est peut-être en train de devenir un framework concurrent de TensorFlow ou de Torch, on va savoir. Donc demain, on a eu aussi des articles de recherche qui donnent encore 2 nouvelles méthodes de compression, AWQ et SPQR. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous inquiétez pas, mais elles se basent sur des idées analogues qui sont de sauvegarder finalement les poids qui contribuent le plus à l'activation des neurones, de les compresser moins pour pouvoir compresser plus violemment les autres. Alors bien sûr, on n'a rien sans rien. Et à chaque fois, les modèles deviennent quand même un peu plus cons. Par exemple, prenons le petit Llama 7B. Il a une perplexité mesurée de 5.9. Compressons-le violemment en 2 bits. Sa perplexité passe à 6,77. Par contre, en 4 bits, elle est de 5,96, soit nettement plus proche de la perplexité qu'il a non compressée. Alors c'est intéressant parce que par exemple, pour le Llama à 13 bits, sa perplexité de base est 5,25, si tu le compresses à 2 bits, elle passe à 5,85, soit quasiment celle du 7 milliards. Donc ça veut dire qu'on a un modèle à 13 milliards qui est aussi con qu'un modèle 2 fois plus petit. Donc ça veut dire que c'est pas une bonne idée de le compresser, tout simplement. En 4 bits, par contre, le 13 milliards, il est à 5,3 de perplexité, donc significativement meilleur que tous les modèles à 7 milliards. Et donc on approche de la perplexité de base. Donc on commence à avoir une idée comme ça, d'à quel point on altère la qualité du modèle en mesurant sa perplexité. Alors évidemment, ça a l'air cool, comme ça, t'as une mesure et tout, voilà, c'est super, c'est bon, c'est résolu. Et je suis obligé de casser un peu l'ambiance, parce que bien sûr, c'est pas complètement aussi simple. Tout ça pour ça. Parce que la perplexité est une mesure intéressante, mais c'est pas la seule. En fait, déjà, c'est une mesure qui est faite en pratique sur un corpus de texte donné, et qui varie en fonction de ça. Les valeurs que j'ai données sont des valeurs pratiques, qui peuvent changer en fonction du texte sur lequel tu mesures. En particulier, si tu fais ça sur des textes avec lesquels le modèle n'est pas familier, la perplexité va exploser. C'est tout con, imagine que j'entraîne un modèle sur de l'anglais, je lui présente du coréen, évidemment il va être très perplexe le truc. Donc, plus complexe, la perplexité ne présume pas nécessairement des capacités de haut niveau de modèle de langage, parce qu'on l'a dit empiriquement, les plus gros modèles ont des capacités assez évoluées, comme la possibilité de connaître certains faits, d'être cohérent, de coder, de faire des petits calculs, de faire des analogies, de repérer des anachronismes, de reconnaître les causes et conséquences, de traduire, etc. Bon. Le fait qu'un modèle ait ses capacités ou non n'est pas relié à des valeurs particulières de perplexité. On ne peut pas le prévoir en fonction de la perplexité. Donc il faut tester. Et du coup, il y a toute une batterie de tests, comme Big Bench, pour ne citer que lui, qui regroupe des centaines de petites tâches. Alors, comme j'ai dit, des petites tâches, voilà, de repérer des petites énigmes, etc. Et ensuite, il regarde comment ça marche, et puis il établit un score. Donc en général, il faudrait pour chaque modèle, compressé ou pas, évaluer les scores sur des tests standardisés. Donc il y en a plein. Ça devient un peu le Nutri-Score des modèles de langage, quoi. C'est ça, mais il y en a plein malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a plein de benchmarks. Il y a aussi MMLU, qui c'est Multitask Language Understanding. Si on prend la méthode de compression AWQ par exemple, on peut mesurer donc comment le gros Llama se débrouille dans MMLU. Donc par exemple, en version brute, il arrive à faire 60% des tâches. Quand tu le compresses violemment avec AWQ, il en maîtrise plus que 58%. Donc la compression a aussi un impact réel sur les capacités concrètes du modèle de haut niveau. Ça se mesure aussi, mais c'est assez complexe. C'est vraiment très chouette de voir que le sujet a suffisamment avancé pour qu'on puisse commencer à aborder les indicateurs de mesure, même si on voit qu'évidemment c'est pas si simple et on aimerait avoir une échelle comme ça, un Nutri-Score, un indicateur, mais c'est pas si simple. Je pense que tu l'as très bien expliqué. Tu vas nous parler de la sénilité qui se dessine sur les modèles, sur les intelligences artificielles, Guillaume. Oui, les IA qui deviennent teubés, c'est un petit peu le thème de cette section, donc évidemment, puisque les Anglais et les Écossais se sont alliés, c'est incroyable, pour confirmer une de nos peurs. À force de se nourrir de leur propre production, les IA vont dégénérer.
Alors, c'est un scénario probable, parce que maintenant... Qu'on avait dessiné il y a de ça quelques mois, déjà, quand on a vu la tendance installée. Là, c'est prouvé en quelque sorte. C'est avéré. Voilà, parce que maintenant que tout le monde va utiliser ChatGPT, il y a une proportion toujours plus importante du web qui va être générée automatiquement. Ben voilà. Et donc, sur quoi les prochains modèles de langage vont être entraînés? Comme d'habitude, sur à peu près tout Internet, et donc ils vont se nourrir d'une proportion de plus en plus importante du vomi de leurs aînés. Ils vont se nourrir du vomi des plus vieux. Bon. Que va-t-il se passer? Funeste destin, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce qui va se passer s'ils font ça? C'est l'objet de la recherche donc issue d'Oxford, Cambridge et Édimbourg, et Toronto aussi, donc c'est vraiment une recherche de Sa Gracieuse Majesté. Donc, autant de manière théorique expérimentale, ils constatent qu'il existe ce qu'ils appellent un effondrement du modèle à un moment donné. Donc autant pour des raisons statistiques fonctionnelles... La singularité. Oui, mais c'est la singularité de l'idiotie. C'est-à-dire, autant pour des raisons fonctionnelles que statistiques, une suite de modèles qui sera entraînés sur les productions de leurs prédécesseurs vont commencer à perdre les capacités à prévoir les événements rares, c'est-à-dire à prévoir les mots les moins probables. Donc la queue de la distribution, si tu veux, va disparaître. Et ensuite, les erreurs, ils vont introduire leurs propres erreurs, en fait, leurs propres erreurs d'approximation. Ils vont commencer à dire n'importe quoi. Donc, pour accélérer le processus, ils ont fait ça à un modèle assez petit, évidemment, pour pas avoir forcément, donc 125 millions de paramètres pour un opt, donc c'est un peu le modèle de méta. Et donc, ils ont fait ça à ce petit modèle, et c'est triste. C'est pathétique même, parce que initialement, le modèle est capable de compléter une phrase très correctement sur quelques dizaines de mots, sans souci. Après 7 générations, le modèle est moins original déjà, il commence à perdre le fil, et après 9 générations, il sait même plus faire des phrases, et il répète sans cesse les mêmes mots. Parce que c'est vraiment très bizarre, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un Alzheimer synthétique en direct. C'est très 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 spécial. Et donc des mesures de perplexité sont faites là aussi, donc on y revient, et elles sont sans appel. Et donc ça marche aussi avec d'autres IA, c'est-à-dire pas juste avec des modèles de langage. Parce qu'ils ont utilisé un petit modèle génératif qui produit, donc son boulot à lui c'est de produire des images de chiffres manuscrits, donc des 0, des 1, des 2, des 3, des 7. Et après 5 générations, à se nourrir d'eux-mêmes, les chiffres commencent à devenir flous. Et après 20 générations, il n'y a plus que des 0 et c'est même très flou, c'est quasiment pas lisible. Et mine de rien, c'est une recherche qui est de très mauvais augure pour les prochaines itérations de GPT, Palm et compagnie, parce qu'elles mettent bien en évidence qu'il faut à tout prix virer des datasets le contenu génératif. Ça montre l'importance fondamentale du contenu humain, et sa valeur pour les grosses boîtes, finalement, ne va cesser de croître, parce que sinon, c'est Alzheimer assuré. C'est rigolo parce que tu parles d'Alzheimer, moi j'y vois plus la consanguinité, tu sais, qui augmente le risque de malformation, de maladies génétiques chez les descendants. Moi c'est plus ça que ça m'amène, parce que quelque part Alzheimer, tu vois, il y a un côté oubli où en fait, tu vois, il pourrait y avoir de plus en plus du rien, mais je trouve que là il y a plus quelque chose de l'ordre de la dégénérescence, de la folie, de raconter de plus en plus n'importe quoi. Donc Bon, j'ai été inspiré par cette analogie biologique très inspirante et très positive. Bon, on va mettre de côté ces sujets bien trop anxiogènes, Guillaume, pour terminer un épisode de Tech Café. Et on aime bien se remonter le moral pour parler de choses enthousiasmantes de type jeux vidéo. Et il y avait le Summer Game Fest. Guillaume, j'ai l'impression que ça devient l'événement incontournable pour parler, c'est un point de repère, on va dire, pour parler des jeux vidéo et des tendances à venir. Oui, cette semaine, c'était n'importe quoi, question jeux vidéo, parce que, parce que Summer Game Fest, donc il y avait aussi le Future Game Show, il y avait le Xbox Showcase, il y avait Starfield. Le Ubisoft Forward, oui, tout à fait, il y avait même le truc de Capcom, encore aujourd'hui, et c'est vrai que c'est même pas par où commencer. Alors, le Summer Game Fest, effectivement, depuis que l'E-Cube est décédé, c'est une aubaine pour Geoff Keighley, qui est aussi responsable des Game Awards, et qui, en quelque sorte, veut reprendre le flambeau de ce rendez-vous estival. Ouais. Et donc, c'est le Summer Game Fest. Alors, il y a eu une conférence assez longue, de 2 heures, où il y a eu beaucoup de trucs, évidemment. Bon, je sais pas s'il y a quelque chose qui t'a marqué, toi, avant. Alors, je suis très, très hermétique à ces séances de présentation. J'ai tendance à regarder quelques éléments derrière. J'ai rien qui m'a vraiment marqué et j'ai toujours du mal à me projeter sur les titres qui vont arriver comme ça, surtout quand ils sont placardés massivement. Donc, non, je te laisse... J'ai vu passer Nicolas Cage sur scène, forcément. Hein, je pense que je suis pas le seul, mais j'ai pas été bluffé par des contenus. Au passage, c'est remarquable ce qu'il y a. Il y a presque un côté qui me fait peur quand je vois tout ça qui va sortir. Il y a tellement de super jeux qui arrivent que j'arrive déjà pas à terminer les vieux jeux que j'ai acquis et que je voulais absolument faire. Et voilà, j'ai une vraie panique, une vraie angoisse à l'arrivée de tout ça. Mais bon. Écoute, oui, il y a eu beaucoup de choses, effectivement. Donc, il y a eu 2 Final Fantasy VII, il y a eu la suite du remaster, là, et un épisode mobile. En 2D, il y a même eu un nouveau Sonic et un nouveau Prince of Persia qui arrive.
On a vu plein d'images du prochain Alan Wake 2, donc, et c'est d'ailleurs le Alan Wake 2 fait trop peur pour moi, ça. Le premier super blockbuster à assumer de ne sortir qu'en dématérialisé. Donc t'as vu, une page se tourne, apparemment. Donc il y a eu du Spider-Man 2, du Mortal Kombat 1, encore un reboot de Mortal Kombat. Et d'ailleurs, il est atroce. Ouais, il est dégoûtant. Atroce. Enfin, moi, c'est de pire en pire. Mais là, c'est fini. Moi, je ne peux plus, quoi. Déjà, celui d'avant, il y avait des vidéos, c'était moyen, mais là, c'est encore pire que pire. Il y a du crâne, du sang, c'est horrible. Et moi, j'ai jamais accroché trop Mortal Kombat, tu me diras. Je trouvais ça crétin, déjà, quand j'étais gamin, ce gore gratos. Moi, c'est pareil. Moi, je l'ai connu à l'époque vénérable de la Mega Drive, tu vois, donc le réalisme n'était pas trop le souci. Donc, t'arrachais des colonnes vertébrales de 15 pixels de long, c'est une chose. Mais là, tu vois les atrocités en 3D, 4K, transparence. Mais c'est en transparence même, comment Rayon X, ça, pour voir comment c'est déchiqueté à l'intérieur. C'est quoi. exactement ça. Là, mais c'est on est loin du cartoon, entre guillemets, d'un Street Fighter auquel moi j'étais plus sensible. C'est vraiment... Mais je pense que même là, honnêtement, je trouve que le réalisme est contre-productif. Quoi. C'est vraiment... Oh putain. Et bon, d'ailleurs, honnêtement, GTA, à un moment, il va falloir qu'il fasse gaffe, parce que ça pourrait... Tant que ça reste assez cartoon, GTA, ça va. Mais si ça commence à être réaliste comme ça, niveau blessure, ça va être moyen. Mais bon, mais c'est limite une réflexion que je me suis faite aussi dans une moindre mesure avec Lord of the Fallen. Lord of the Fallen, il a été présenté au Future Game Show, lui, qui présentait des jeux qui sortaient un peu plus tard, donc fin de l'année ou 2024, plutôt 2024. Lord of the Fallen, il est magnifique, d'un niveau de détail, d'une dimension artistique. C'est quoi comme type de jeu ? J'ai même pas vu. Qu'est-ce que c'est ? Bon, ça a l'air d'être un Dark Souls, c'est un jeu de rôle, Dark Fantasy, voilà, ça a l'air d'être assez Dark Souls avec des rencontres qui sont marquantes à chaque fois, ça a l'air assez difficile. Et ça se joue dans 2 mondes parallèles à la fois, donc le monde normal et celui des morts. Et tu peux éclairer, entre guillemets, pour faire apparaître, éclairer parce que c'est une sorte de lampe qui te permet de faire ça. Quand tu diriges la lampe vers un endroit, ça fait apparaître le monde des morts dans le monde normal et inversement d'ailleurs, je suppose. Et donc tu peux exploiter les deux parce que dans le monde des morts, par exemple, t'as des chemins que tu vois pas dans le monde normal, etc. Donc t'as les 2 mécanismes comme ça dans les 2 mondes simultanément. C'est vraiment, mais ça a l'air super bien foutu, c'est magnifique. Mais là encore une fois, le monde des morts, il est limite trop bien fait en fait. C'est même vraiment, parfois c'est vraiment horrible, mais vraiment quoi. Tu vois, il y a un côté. Bon, c'est Space, mais sinon il y a toujours une simulation de routier c'est simulation de routier, c'est peut-être plus peinard, tu vois, c'est reposant. Tu dois t'arrêter au resto-route, te faire le plein, tu vois, faire la conduite de nuit un petit peu sous la neige. T'as un semi-remorque, tu peux livrer n'importe quoi, des grosses cuves, des tanks. Ça se passe en Alaska, donc c'est reposant. Mais bon, voilà, c'est reposant. Il y a eu Palworld aussi je sais pas. Palworld, c'est un Pokémon avec des mitrailleuses et des lance-missiles. C'est vrai que ça manquait, effectivement. Donc on a eu droit à une sorte de Bloodborne steampunk aussi assez bizarre, avec Pinocchio, enfin bizarre, disons. Ça a l'air sympa, mais c'est vrai que le thème est marrant, quoi. Si le Pinocchio, c'est pas celui de Disney, là c'est une sorte de cyborg victorien vénère, c'est Lies of P. Ça sera probablement une odyssée d'ailleurs. N'est-ce pas ? Bon, il y a eu tellement d'autres choses, voilà, Nicolas Cage, tu l'as dit, qui sera en guest star dans Dead by Daylight. Ça devient la norme un petit peu pour les devs qui peuvent se le permettre, d'avoir des stars. On a déjà eu Keanu Reeves pour Cyberpunk. Bientôt, il y a Idris Elba qui arrive, puisqu'il y a la date de Phantom Liberty, qui est donc la grosse extension de Cyberpunk 2077 qui arrive, où il aura la vedette, ce sera pour le 26 septembre. Donc on l'a appris aussi d'ailleurs dans l'autre événement qui était encore plus impressionnant pour moi, c'était le Xbox Showcase. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, c'est... Pour le coup, cette année, le Xbox Showcase, il a vraiment tabassé dur. Il y avait ils étaient attendus parce que ça manquait un petit peu d'annonces exclusives avec notamment, moi j'ai vu passer Starfield forcément. Et oui, alors il y avait celui-là, mais pas que. Il y avait des gros jeux qui tâchent, souvent magnifiques. Donc c'est vrai que la Xbox avait vraiment besoin d'un gros coup parce qu'il y avait manque cruel d'exclus. Il y avait l'échec récent de Redfall aussi, et tout ça menaçait un petit peu la pertinence de l'écosystème Microsoft. Bon, là c'est reboosté. On a eu droit à 40 minutes de Starfield. 40 minutes au moins, avec beaucoup de phases de gameplay. Le jeu, c'est très rassurant. Franchement, le jeu est beau, ça s'annonce immense, très riche. C'est très prometteur. C'est vraiment une exclue de poids, probablement pour le Game Pass. Donc ça sort le 6 septembre. On a vu des images in-engine, enfin, de trucs qu'on avait vus en images de synthèse il y a des années, comme Fable ou Avowed. Et c'est assez incroyable, surtout Fable, il tabasse. On a vu une cinématique avec le moteur du jeu, c'est vraiment impressionnant quand même. Et on sent enfin que l'époque cross-gen est révolue. Elle est révolue, pardon. L'époque cross-gen, c'est fini. Starfield, comme Fable ou Soul of Midnight, ou le prochain jeu Star Wars aussi d'ailleurs, tout ça c'est exclusif next-gen. Série X, PC... Enfin, et ça se voit. Il y a vraiment un gap graphique. Ça se voit dans presque tous les jeux. Les devs peuvent se lâcher un petit peu, même des jeux comme Path of a Goddess qu'on a vu aussi au Capcom machin là.
à la conférence Capcom, qui est une sorte de Devil May Cry dans le folklore japonais et l'horreur japonaise. Le jeu est très net aussi, tu vois, tout est propre, très détaillé, très bien éclairé. Donc voilà, alors, il y a eu plein d'autres choses. Il y a eu City Skyline 2, le city builder de référence, qui revient avec des villes encore plus détaillées. Flight Simulator. Il avait joué sur Switch le 1, je crois. C'est totalement. Un truc que moi, mis en avant. D'ailleurs, mais City Skyline, c'est très bien sur PC aussi. C'est très très bien. Flight Simulator se payera une édition 2024 avec encore plus d'avions, dont des avions pour faire de l'épandage agricole, parce que pourquoi pas. Des hélicoptères de pompiers, bon, pourquoi pas. Ce sont des kiffs particuliers, mais ça montre aussi surtout qu'on va passer plus de temps au ras du sol. Et que ça restera beau quand même. Donc c'est quand même encore un gap que Flight Simulator va mieux gérer apparemment toutes les échelles. Donc on a vu aussi du Hellblade 2 avec une bande-annonce qui est voilà, toujours très intimiste. Toujours pareil, les visages incroyables. Il y a eu quoi ? Il y a eu prochain Forza Motorsport évidemment. Plein de choses finalement qui rassurent vraiment si on s'inquiétait pour Xbox. Voilà, il a fallu le temps, mais voilà, ça a démarré. Et bon, comme c'était pas encore assez, il y a aussi l'Ubisoft Forward, et là aussi, c'est vrai que c'est assez rassurant, globalement, tu vois. Donc, alors, le gros morceau, peut-être, du Forward, c'était Star Wars Outlaws, qui est un open world, une sorte de GTA Star Wars, tout simplement, un open world super détaillé, il y a des phases en vaisseau dans l'espace aussi. T'es une chasseuse de primes ou un truc du genre, et t'es un animal trop mignon. Et ouais, ça a l'air d'être vraiment, vraiment sympa. Bon, on a vu Avatar aussi, Frontiers of Pandora, qui a l'air aussi très fort, plus joli que dans les démos, ça c'est aussi assez rassurant, beaucoup de verticalité. On a vu du Assassin's Creed Mirage, qui s'avère vraiment pas mal, et du Skull and Bones, donc ce jeu qui est en développement depuis très très longtemps, mais qui là a l'air prêt à sortir, qui a l'air très beau, avec des grosses batailles navales, donc voilà, on y croit. Et ouais, comme pour le Xbox Showcase, voilà, pareil, des annonces qui sont résolument next-gen et qui rassurent, voilà, dans les deux cas, quoi. Il y a des très gros et très beaux jeux dans lesquels on peut avoir confiance, qui sont à venir. Et ça a l'air fabuleux à jouer, donc voilà, fin 2023 et 2024, ça s'annonce très très chargé. Donc ça a été inhabituellement long cette fois, mais la génération PS5 Series X va vraiment prendre son rythme de croisière, vraiment tout lâcher. Ça va être une catastrophe pour la productivité mondiale, je pense. Est-ce que c'est une vision complètement néophyte de l'amateur de jeux vidéo que je peux être, ou est-ce que c'est une tendance qu'il faut regarder ? Est-ce que quand tu vois cette masse de jeux qui pleut en permanence et qui là, forcément continue de nous annoncer une météo radieuse pour les sorties de jeux divers et variés, est-ce que la base de joueurs suit suffisamment pour que l'économie du jeu vidéo ne soit pas dans une espèce de forme de bulle qui pourrait exploser un jour, avec autant de ressources, autant d'argent investi, tellement de titres géniaux qui sortent, mais où les gens n'ont pas le temps du tout, quoi, et ça se cumule avec l'existant du passé. C'est peut-être ma vision de vieux et de mêler à un regard de néophyte. Mais... Non, le secteur du jeu vidéo se porte bien. Il n'a jamais été aussi gros en termes de volume financier, tout ça, ça va. Est-ce que c'est pas après, le propre d'une bulle, tu vois, de grossir là, tu veux dire, est-ce que c'est pas le principe d'une bulle, de grossir Oui, alors, il y a quand même un vrai sujet sur le budget des AAA. Des quadruples A même, c'est-à-dire le budget des vrais gros blockbusters en jeux vidéo. Des gros titres. Il y a une surenchère au niveau des budgets, au niveau de la complexité, au niveau évidemment du travail, comme ça que ça demande de faire des jeux immenses et sublimes, parce que ils sont de plus budget en plus justifié, beaux, avec de plus en plus d'assets, tu vois. Ouais. Donc, et effectivement, il y a un enjeu sur l'aspect durable, on va dire, de cette surenchère sur les AAA. Effectivement, il faut qu'ils se vendent énormément, et on sent déjà le principal problème, en fait, qu'on peut sentir, c'est une grande prudence de la part des... pas de la part des éditeurs, quoi, de la part des très gros éditeurs, et une raréfaction, si tu veux, des prises de risque. C'est pas d'hier, quoi, Mais bon, là, c'est vrai qu'il y a quand même... Là, pour le coup, je trouve qu'il y a quand même pas mal de nouvelles IP. Skull and Bones, les machins, là... Starfield, c'est quand même de nouvelles IP, tu vois. Bon, et puis il y en avait d'autres, il y a Soul of Midnight, qui est un truc complètement nouveau aussi. Donc, Lord of Fallen, c'est un truc, je crois que c'est une réédition, mais bon, si tu veux... Oui, je pense qu'il y a un sujet sur les jeux qui coûtent vraiment extrêmement cher. Est-ce que vraiment c'est possible que ça continue comme ça ? Mais pour l'instant, on va dire, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de signe que c'est une bulle et que ça va... Pas pour l'instant, j'ai pas l'impression.
Ok, tant qu'il y aura des joueurs, ce sera le bonheur. Il y a un truc aussi qui existe dans le monde du jeu vidéo, et tu nous en as déjà parlé dans d'autres ondes, c'est le fait de personnaliser, on va dire, et de faire évoluer un jeu vidéo. Il y a un sujet qui te passionne, et tu nous as transmis ta passion à plusieurs reprises, c'est Minecraft, Guillaume. Oui, c'est vrai. Juste un petit mot de mise en garde, si comme moi, un de vos hobbies, c'est de triturer Minecraft dans tous les sens de temps en temps, Oui. sachez qu'on a repéré un malware caché dans les mods et les plugins Aïe. sur CurseForge et DevBookit, devbookit.org. Donc c'est des mods assez communs comme Dungeon Rise, Sky Village ou Better MC qui sont concernés. La liste et des conseils sont dans l'article en note, donc c'est assez incroyable que des malwares aillent chercher des victimes jusque dans la niche des joueurs qui modent Minecraft. Mais bon, voilà. Ou alors peut-être qu'on est juste plus nombreux que ce que je crois. Je sais, peut-être que nous sommes légion, effectivement. Et juste pour revenir deux secondes sur ta question. Oui. Les IA génératives, c'est un vrai sujet aussi chez les éditeurs de jeux vidéo, parce que les IA génératives promettent de réduire les coûts aussi pas mal, et de prendre en charge, à l'avenir, c'est un avenir très proche, voire dans le présent, une partie de la production d'assets. Ouais, ok. Et donc, voilà, c'est ça aussi, c'est que, oui, c'est très très cher, oui, il y a de plus en plus de choses à faire, de choses à créer, mais les IA génératives dans le milieu du jeu vidéo, c'est accueilli, c'est vu comme quelque chose qui pourrait vraiment aider, en fait, les gros et les petits. Et je sais que ça plaît pas, forcément, c'est difficile, parce que, par exemple, il y a Sion, les créateurs de Myst qui dernièrement ont publié un jeu dans lequel ils ont utilisé de l'IA générative pour les textes, pour plein de textes ou pour modifier les voix des acteurs, etc. Et ça a été assez mal perçu par la communauté. Bon, il faut, si tu veux, l'IA générative, ça clive beaucoup les joueurs. Mais c'est quand même une possibilité aussi d'alléger les budgets, ce qui peut être bien pour les petits éditeurs, et ça peut être aussi bien pour les gros, parce que ça pourrait, comme ça, ils pourraient continuer à faire des jeux qui seront aussi riches qu'avant, mais moins chers, et donc ils peuvent aussi coûter donc moins, et donc s'ils peuvent prendre plus de risques, parce qu'ils ont plus de marge de manœuvre, tu vois. Donc c'est un sujet qui est vraiment compliqué quand même. Tu abordes jeux et IA génératif. Je peux pas m'empêcher du coup de vous inviter à aller regarder la chaîne YouTube de Romaric Briand, qui est le podcasteur de La Cellule, auditeur de Tech Café, et qui sort un nouveau jeu. Il est créateur de jeux, créateur de jeux de rôle en l'occurrence, et il sort Cetra, qui est un jeu de rôle pour lequel lui a été très inspiré par ce qui se passe dans les intelligences artificielles génératives, dans les myriages, et il y a même sa petite vidéo Cetra, la vidéo numéro 2, où il présente le jeu par étapes successives, où il nous a mis une belle jaquette de Tech Café, où il mentionne Tech Café. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on peut relayer sa chaîne YouTube et son travail et lui faire un petit coucou puisqu'il nous écoute sûrement. Guillaume, je voudrais conclure par une question pour toi. Tu es revenu sur l'Apple Vision Pro, j'en attendais pas moins de toi. Il y a un truc moi qui m'a interpellé aussi à la WWDC, c'était la promesse, si je dis pas de bêtises, de simplifier le portage de jeux vidéo sur Mac. On sait qu'Apple a très envie un jour de parvenir à nous convaincre de jouer sur Mac, et a sans doute très envie de convaincre les développeurs de proposer leurs jeux sur Mac. Est-ce que tu as pu te pencher un petit peu sur le sujet ? Alors pas tant que ça, mais un petit peu, effectivement, c'est une sorte de Proton. Tu sais que sur Steam Deck, il y a une interface, il y a une couche qui fait un petit peu le pont entre Linux et les API de jeux Windows. Ouais. Et là, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que c'est une couche qui fait qui fait la traduction entre DirectX et Metal. Et ça permet effectivement de ne pas avoir à refaire toute la partie graphique qui est directement, qui est directement envoyée comme ça à travers cette truc à Metal, et donc à la carte graphique des Mac. Donc ça marche pas mal. Après, évidemment, ça a été testé. Les jeux... Quand tu dis ça marche pas mal, c'est que tu as vu des tests passer, parce que à la WWDC, ils disaient les portages sont faits en quelques jours. Bon. Oui et non. C'est-à-dire, c'est pas aussi idyllique que ça. Alors, il y a The Medium qui a été porté sur Mac comme ça. Il y a une démonstration de The Medium qui fonctionne plutôt bien en réalité. Après, au niveau des performances, ça sera pas natif. Faut pas rêver. Ça, c'est clair et c'est net. Ne serait-ce que parce que, au niveau du processeur, de toute façon, il faut quand même faire une émulation aussi. J'imagine. Bon. Donc, mais par contre, après, il y a des, au niveau aussi par exemple, là, ils disent que Diablo 2 est possible de jouer à Diablo 2 sur Mac comme ça, Diablo 2 Resurrected, donc le dernier. Mais le problème, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de bugs à virer d'abord. Donc, c'est une facilité. Après, ça sera pas forcément non plus immédiat d'un clic.
mais c'est une facilité importante, qui ressemble quand même pas mal à cette couche qu'on peut avoir sur Steam Deck, j'ai l'impression. Diablo 2 Resurrected, c'est pas le dernier, c'est lequel? Le dernier, j'ai bouffé, non? Quand tu dis le dernier. Non, mais quand je dis le dernier, c'est la réédition de Diablo 2, c'est le truc modernisé, la version modernisée remaster. C'est le 4 qui est sorti il y a pas longtemps. Oui, non, pas le 4, le 2 remaster. Merci infiniment Guillaume pour la préparation de cet épisode. Ça faisait plaisir de te retrouver et qu'on puisse parler de tous ces sujets tech ensemble. Si vous partagez un peu mon sentiment, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et puis que vous avez été informé et que voilà, le format du podcast convient à votre quotidien pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans le monde de la tech, dans le monde des intelligences artificielles, mais pas que, ainsi que dans le monde, allez, on va pas se cacher, du jeu vidéo, je vous invite à plein de choses. D'une part, je vous invite à nous le faire savoir sur les apps de podcast, comme Apple Podcast, Podcast Addict. Vous pouvez déposer un commentaire, quelques étoiles. Ça fait évidemment très plaisir de voir que vous recommandez le podcast aux consommateurs de podcasts de manière générale. Et puis, je vous invite aussi à aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé pour envisager un soutien financier, ne serait-ce que quelques mois, éventuellement à la hauteur de vos possibilités, pour nous aider à continuer à développer le podcast et lui donner une part de plus en plus importante dans notre quotidien. Et puis, si vous le souhaitez, vous avez aussi une myriade d'autres épisodes, tous plus captivants les uns que les autres sur techcafé.fr ou dans le flux du podcast. Alors, je vous invite pas forcément à écouter l'actu qui a été diffusée en 2016. C'est peut-être pas forcément les épisodes de podcast les plus intéressants, quoiqu'ils doivent être assez rigolos par morceau. Mais il y a aussi plein d'autres dossiers. Il y a évidemment les dossiers qui ont été travaillés par Guillaume Poggiaspala pour nous réexpliquer les origines et les fonctionnements fondamentaux de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est des vraies informations de valeur que vous pourrez retrouver dans le flux du podcast ou sur techcafé.fr. En attendant, on ne peut que vous inviter aussi à nous retrouver à titre individuel et en particulier, Guillaume, tu vas pouvoir nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet. Écoute, moi je pense qu'on va me retrouver en train de commander un médaillon de Saint-Isidore sur Amazon, tu sais, parce que je vais le mettre sur ma box internet. Tu crois que ça marche contre les coupures? C'est bien possible. Sur la Freebox, là, ça peut aider. J'arrive à me demander si on ne devrait pas en commander un lot et les offrir à ceux qui viennent nous soutenir sur Patreon là, dans les semaines à venir. Petite médaille de Saint-Isidore. Si vous voulez protéger votre connexion internet, et si ça se trouve, ça marche en plus. Merci Guillaume pour toute cette préparation. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux ou sur mon site guillaumevendée.fr. Et dans quelques jours, pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.